Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 juillet 2026 et nous avons le plaisir d'accueillir notre cher ami, notre tout nouvel ami, le professeur John Mearsheimer. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, car il est reconnu dans le monde entier pour ses travaux sur la politique étrangère des États-Unis. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, Nima. No Mavericks Growth. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Permettez-moi de commencer par la phase actuelle de la guerre au Moyen-Orient. Hier, on a appris, dans un nouvel article du Washington Post, que les États-Unis envoient davantage d'armes dans la région. On sait au moins que des F-16 arrivent d'Allemagne et des F-35 du Royaume-Uni. Ces avions se dirigent vers la région et les capacités iraniennes atteignent désormais la Jordanie, parce que toutes ces armes ont, d'une manière ou d'une autre, été transférées des États arabes du Golfe Persique vers la Jordanie. Et maintenant, l'Iran frappe des cibles en Jordanie. C'est l'un des problèmes avec ces avions de chasse et ces missiles, ou peut-être avec la présence de troupes américaines en Jordanie. Et puis il y a un autre point. Il y a à peine une heure, les Yéménites ont annoncé un blocus contre l'Arabie saoudite. C'est quelque chose de nouveau, surtout après le siège qu'ils ont subi au Yémen pendant de nombreuses années. Alors, si on revient à la position de Donald Trump et de son administration, leur principal objectif, en ce moment, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et avec la poursuite de la guerre, on dirait que c'est l'un des principaux leviers qu'ils ont en main, ou du moins en tête. Comment voyez-vous la phase actuelle du conflit entre l'Iran et les États-Unis? J'ai toujours pensé que l'Iran avait gagné cette guerre et que les États-Unis n'avaient aucune stratégie capable de renverser ce fait fondamental. À mon avis, le mémorandum d'accord signé le 17 juin était en réalité un document de reddition. Les États-Unis ont reconnu que l'Iran avait l'avantage. Et si on regarde ce mémorandum de près, c'est évident que les Iraniens ont gagné sur pratiquement tous les points. Mais ensuite, pour une raison ou une autre, le président Trump a décidé de violer cet accord. Il a voulu créer un passage dans le détroit d'Ormuz sous contrôle américain. Les Iraniens, bien sûr, ont jugé cela inacceptable et ils ont attaqué des navires qui tentaient de passer par ce couloir dominé par les Américains. Les États-Unis ont réagi en attaquant l'Iran. Et maintenant, on assiste à cette campagne de représailles, coup pour coup, entre les deux camps. Je crois que ça a commencé le 8 juillet, et à part 1 ou 2 jours de pause, ça n'a pratiquement pas cessé depuis. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quel est le résultat final de cette stratégie du coup pour coup? Est-ce que les États-Unis en sortent gagnants? Est-ce qu'ils réussissent à amener l'Iran à admettre qu'il ne contrôle pas totalement le détroit d'Ormuz? Ou bien est-ce que les États-Unis perdent, tout simplement parce que les Iraniens ne lâcheront jamais? Et en plus, les Iraniens ont l'avantage dans l'escalade, non? Alors, laquelle de ces deux histoires vous semble la plus crédible? Moi, personnellement, je pense que les faits sont parfaitement clairs. Nous, c'est-à-dire les Américains, nous ne pouvons pas gagner avec cette stratégie du coup pour coup. Et les Iraniens le peuvent. Et les Iraniens sont en train de gagner. Si on regarde ce qui se passe, autrefois, personne ne parlait de bombarder la Jordanie, parce que tous les atouts militaires américains qui comptaient pour les Iraniens se trouvaient dans des endroits comme le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, c'est que les bases américaines dans ces États du Golfe ont été tellement endommagées, détruites ou mises hors service, que la Jordanie est devenue l'endroit où l'on installe la plupart de nos principaux moyens militaires pour agir contre l'Iran. Donc, ce qui se passe maintenant, ces derniers temps, c'est que les Iraniens s'en prennent aux forces américaines à l'intérieur même de la Jordanie. Et je pense qu'on peut dire, du point de vue iranien,
qu'ils font un excellent travail pour démanteler ces installations américaines en Jordanie. Et quand on regarde tout ça se dérouler, on a vraiment l'impression que ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont devoir rapatrier toutes leurs forces militaires en Israël. Et d'ailleurs, Israël n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir ces forces américaines sur ses bases. Parce que les Israéliens comprennent très bien, tout comme les États du Golfe le comprennent, et tout comme la Jordanie le comprend, que cela fait de vous une énorme cible qui attire les missiles et les drones iraniens. Et les Israéliens ne veulent pas de ça, pas plus que les Jordaniens, ni que les États du Golfe. Donc, en réalité, les États-Unis sont en train de perdre, lentement, mais sûrement, leur capacité de projection de puissance dans le Golfe. Tout cela montre clairement que l'Iran a désormais l'avantage. Alors, ce que Trump a menacé de faire, compte tenu de la situation, c'est de s'en prendre aux centrales électriques, aux ponts et peut-être même aux installations pétrolières, ce qu'on appelle parfois les infrastructures civiles, à l'intérieur de l'Iran. C'est ainsi qu'il compte faire monter la pression dans cette campagne de représailles et pousser les Iraniens à baisser les bras. Mais ça ne va pas marcher, parce que les Iraniens riposteront de la même manière, comme ils l'ont montré à plusieurs reprises. Et ils peuvent, en réalité, mettre à genoux des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou le Koweït en s'attaquant à leurs installations pétrolières et gazières ou à leurs usines de dessalement. Les Iraniens ont l'avantage à mesure qu'on monte dans l'échelle de l'escalade. Donc, la menace de Trump de s'en prendre aux infrastructures civiles à l'intérieur de l'Iran ne va pas apporter la victoire aux États-Unis. En réalité, ça ne fera qu'aggraver une situation déjà mauvaise. Maintenant, mon dernier point, et je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais c'est vraiment crucial, c'est que les Houthis ont annoncé qu'ils allaient fermer la mer Rouge au trafic saoudien. Comme on le sait, les Saoudiens expédient une grande partie de leur pétrole par la mer Rouge, et ils ne peuvent pas vraiment passer par le détroit d'Ormuz, pour des raisons évidentes. Les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz, mais les Saoudiens ont pu exporter grâce à un oléoduc qui traverse leur territoire jusqu'au port de Yanbu. Et ensuite, le pétrole est déchargé à Yanbu, puis expédié par la mer Rouge. Eh bien, les Houthis ont déclaré qu'ils allaient fermer Bab el-Mandeb. C'est le détroit qui se trouve tout au sud de la mer Rouge. Les Houthis vont le bloquer pour le pétrole saoudien. Ça aura des conséquences énormes sur le flux de pétrole en provenance du Golfe et sur le prix du pétrole dans le monde entier. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Et ça montre à quel point les Iraniens ont encore beaucoup de cartes en main, alors que les Américains n'ont aucun moyen de faire monter la pression et de gagner dans cette escalade qu'ils ont eux-mêmes déclenchée en violant le mémorandum d'entente du 17 juin. Quand on parle de la poursuite de la guerre, beaucoup de gens se demandent « cui bono ?» Qui en tire vraiment profit? Et pourquoi est-ce si difficile pour les États-Unis de simplement se retirer du Moyen-Orient? Ils ne perdraient rien à part leur domination sur le Golfe Persique, qui est, il faut le dire, très importante. Parce qu'avant le début de cette guerre, tout était calme, il ne se passait rien de particulier là-bas. Et aujourd'hui, l'objectif principal, comme je l'ai mentionné dans ma première question, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz. Mais si la guerre continue et qu'on regarde la situation comme pendant la guerre en Ukraine, on voit bien que quand on affaiblit ses alliés, on ne devient pas plus fort. C'est logique. C'est comme ça que je le comprends. Or, les alliés des États-Unis en Asie de l'Ouest, ce sont les pays du CCG, les États arabes. Si on les laisse s'enfoncer dans cette guerre sans fin, leurs économies vont en souffrir et ils ne seront pas en état de vous aider. Quelle est votre lecture de tout ça?
Je pense que c'est tout à fait juste. Si on revient au 27 février, il semblait, pour presque tout le monde, moi y compris, que les États-Unis disposaient d'une structure de base redoutable dans le Golfe et qu'ils avaient réussi à bâtir une alliance solide avec les États du Golfe. Et tout indiquait que nous avions l'avantage face aux Iraniens. Je crois que tout le monde, ou presque, comprenait qu'il y avait un risque que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Mais peu de gens, je pense, et là encore je m'inclus, mesuraient vraiment à quel point l'Iran pouvait utiliser ses missiles et ses drones de manière efficace pour détruire la structure de base américaine et au final fragiliser tout le système d'alliance dans le Golfe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai du mal à imaginer que les États-Unis vont reconstruire ces bases dans le Golfe de façon permanente. Non seulement parce que les Américains ne voudront pas installer des bases vulnérables aux missiles iraniens, mais aussi parce que les États du Golfe ne voudront pas de ces bases sur leur territoire, pas tant que les États-Unis auront des relations hostiles avec l'Iran. Donc, il est difficile de voir comment cette structure de base et cette alliance peuvent survivre à ce qui s'est passé dans cette guerre, celle qui a commencé le 28 février. Je pense donc que la politique internationale du Golfe va probablement être très différente à l'avenir. Et j'ai le sentiment, même si c'est encore tôt et qu'on ne peut pas vraiment savoir comment tout ça va évoluer, j'ai le sentiment, Nima, que ce qui va se passer, c'est que les États du Golfe vont faire de gros efforts pour trouver un modus vivendi avec les Iraniens. À mon avis, c'est la chose la plus intelligente à faire pour eux. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi la chose la plus intelligente à faire pour les Iraniens. L'économie iranienne a clairement été dévastée, non seulement à cause de cette guerre, mais aussi à cause des sanctions économiques que les États-Unis et leurs alliés imposent à l'Iran depuis de nombreuses années. Sans oublier la guerre de 12 jours qui a eu lieu l'an dernier, en 2025, quand Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. D'énormes dégâts ont été causés à l'économie iranienne et il est clair que le pays veut se redresser. Et s'il veut se redresser, cela suppose d'entretenir de bonnes relations avec les autres États du Golfe, certainement pas de poursuivre cette relation hostile qu'il a aujourd'hui avec eux. Donc je pense que les Iraniens ont tout intérêt à trouver un modus vivendi. Et bien sûr, comme je le disais, je pense que les États du Golfe ont le même intérêt. Et si, en plus, ils parviennent à faire partir les Américains de la région, ce serait une bonne chose. Le problème avec les Américains, et c'est très important de le comprendre, c'est qu'Israël veut en gros détruire l'Iran. Israël a plusieurs... Vous voulez dire l'Iran, professeur Mearsheimer? Ah oui. You mean Iran, Professor Mearsheimer? Oh yes, sorry. Yeah, I didn't mean Ukraine. Désolé, je voulais dire l'Iran. Oui, je ne parlais pas de l'Ukraine. Les Israéliens veulent déstabiliser l'Iran. Et donc, ils exercent une forte pression sur les États-Unis pour qu'ils restent engagés dans le conflit. Les Israéliens ne veulent pas qu'on revienne à un nouveau mémorandum d'accord qui ressemblerait à celui signé le 17 juin. Ils étaient très mécontents de ce mémorandum. Il y a donc beaucoup de pression de la part des Israéliens, et cela veut dire aussi beaucoup de pression du lobby pro-israélien aux États-Unis, et plus largement des faucons américains, pour qu'on reste dans la lutte. Ils poussent sans cesse le président Trump à ne pas revenir sur le mémorandum d'accord. En fait, ils l'ont même poussé à s'en éloigner. Mais le problème, c'est que les faucons, et c'est vrai aussi pour les Israéliens, n'ont aucune stratégie pour gagner la guerre. On a perdu. Ils refusent de l'admettre. Très bien, vous refusez de l'admettre. Mais alors dites-nous, quelle est votre stratégie brillante qui va nous permettre de gagner la guerre? Et ils n'en ont pas. Trump a essayé toutes les astuces possibles. S'il y avait une stratégie intelligente à suivre, on l'aurait utilisée depuis longtemps. Elle n'existe pas.
Donc, en gros, on est condamné dans le Golfe. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Trump finisse par le reconnaître à nouveau. C'est très important de comprendre qu'il l'avait reconnu le 17 juin quand il a signé le protocole d'accord. Mais ensuite, pour une raison ou une autre, il a abandonné cette position. Et tôt ou tard, il sera obligé de reconnaître encore une fois qu'il faut conclure un accord, que cette guerre ne peut pas durer éternellement. Ce n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. How do you see the level? Comment voyez-vous l'influence, s'il y en a une, des pays du Golfe sur la politique étrangère des États-Unis? Parce que j'aimerais comprendre leur courbe d'apprentissage, en quelque sorte. Hier, il y a eu une interview du ministre iranien des Affaires étrangères sur un média persan. Je l'ai regardé pour voir quelle était la position de l'Iran et comment il percevait la situation avant le début de la guerre. Il a expliqué qu'il était en contact avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe avant que la guerre n'éclate. Selon lui, leur principal message aux Iraniens, c'était que les États-Unis allaient intervenir et qu'avec Israël, ils allaient tout détruire. Vos installations pétrolières, votre économie, tout allait être anéanti. Vous seriez militairement vaincus et vous auriez besoin de nous le lendemain. Donc, il fallait vous tenir tranquille. C'était le ton avant que la guerre ne commence. Puis, pendant la guerre, ils ont d'une certaine façon communiqué avec les Iraniens. Si vous nous attaquez, on va répondre. Mais gardez ça discret. On va répondre, mais vous ne ripostez pas. C'était l'état d'esprit avant et pendant la guerre. Et maintenant, tout est en train de changer, et de changer radicalement. À votre avis, est-ce que les pays de la région apprennent quelque chose? Est-ce qu'ils commencent à comprendre la réalité du détroit d'Ormuz et les conséquences de la guerre jusqu'à présent? The consequences of the war so far. Je pense qu'il ne fait aucun doute que la plupart des États ont compris que s'allier étroitement aux États-Unis et soutenir cette guerre, d'une manière ou d'une autre, a été une grave erreur. Je crois que vous avez raison de dire qu'avant le début du conflit, ils n'avaient pas prévu ce qui allait se passer. Très peu de gens d'ailleurs l'avaient prévu. Je serais prêt à parier une grosse somme que la majorité des Iraniens ne pensaient pas que les choses tourneraient aussi bien pour l'Iran. Je parierais même que là encore, la plupart des Iraniens sont surpris par le succès qu'ils ont rencontré. Je pense qu'ils étaient confiants dans leur capacité à résister à une offensive américano-israélienne. Mais je ne crois pas que la plupart d'entre eux imaginaient à quel point ils réussiraient. Just how successful they would be. And they have been, as you know, remarkably successful. Et ils ont été, comme vous le savez, remarquablement efficaces. Cela ne veut pas dire que les Iraniens n'ont pas beaucoup souffert, loin de là. Mais malgré tout, à mon avis, ils ont remporté cette guerre. Maintenant, la suite des événements dépend, je pense, du pays du Golfe dont on parle. Si on regarde du côté des Saoudiens, je crois qu'ils ont parfaitement compris ce qui s'est passé ici. Et j'imagine que les Koweïtiens et les Bahreïnis, à ce stade, comprennent eux aussi très bien ce qui se joue. Les Émirats arabes unis, c'est une autre histoire. Les Émirats semblent prêts à s'allier à Israël et aux États-Unis et à maintenir une relation d'adversité avec l'Iran pour la suite. Adversarial relationship with Iran moving forward. But even there, you see signs that the UAE. Mais même là, on voit bien que les Émirats arabes unis comprennent que ce n'est pas dans leur intérêt qu'ils devraient chercher à établir un modus vivendi avec les Iraniens. Et je dirais, enfin, difficile d'en être certain, mais je dirais qu'avec le temps, les Émirats finiront par trouver une forme d'accord avec l'Iran. C'est dans leur intérêt. Une guerre prolongée serait une catastrophe pour eux. Donc j'imagine qu'il y a un vrai apprentissage en cours parmi les États du Conseil de coopération du Golfe, sans doute plus marqué chez certains que chez d'autres. Mais malgré tout, je dirais qu'il est difficile de ne pas voir ce qui se passe. Il faudrait vraiment être obtus pour ne pas comprendre que être étroitement allié aux États-Unis
et partir en guerre à leur côté contre l'Iran, ce n'est pas dans l'intérêt d'un État du Golfe Persique. Est-ce que vous pensez que la guerre pourrait s'étendre ou même revenir vers Israël à cause des difficultés que rencontrent en ce moment les États-Unis avec les avions de chasse, les armes et les systèmes de défense aérienne? Ce serait problématique pour Israël, justement à cause de ces systèmes de défense et des difficultés liées aux intercepteurs. Alors, comment voyez-vous l'escalade évoluer avec le temps? On sait qu'hier, une centrale nucléaire en construction en Iran a été attaquée et qu'il y a aussi des frappes contre les réseaux électriques et les usines de dessalement. Comme on en a parlé au Koweït, 2 d'entre elles ont été touchées, ainsi qu'une centrale électrique. La situation s'aggrave et s'en prendre aux infrastructures, c'est extrêmement dangereux. Comment tout cela pourrait-il évoluer pour Israël si la guerre continue? Alors, je vais parler du cas israélien dans un instant, parce que c'est une excellente question. Mais d'abord sur la question des infrastructures. Il ne fait aucun doute qu'à partir de la fin de la semaine dernière, les Américains ont commencé de manière limitée à viser des infrastructures civiles, des ponts et des centrales électriques à l'intérieur de l'Iran. Les Iraniens ont riposté en s'en prenant à des usines de dessalement et à des centrales électriques, notamment au Koweït et à Bahreïn. Mais les attaques et les contre-attaques sont restées limitées. Et pour l'instant, rien n'indique qu'il y ait eu une escalade majeure touchant les infrastructures civiles. Au contraire, il semble, et je souligne bien le mot « semble », que les Américains commencent à lever le pied. Ils ont compris intensifier les frappes sur les infrastructures civiles dans ce jeu de représailles n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. On a encore pas mal de chemin à faire, heureusement, avant que cette stratégie de représailles ne s'intensifie vraiment et n'atteigne un niveau dangereux. Donc ça, c'est le premier point. Il faut rester vigilant, autrement dit, garder les yeux ouverts et voir comment les choses évoluent au cours de la semaine. Concernant Israël, votre question est très intéressante. D'abord, je pense que les Iraniens ne veulent pas impliquer les Israéliens dans le conflit. Ils savent qu'ils ont déjà fort à faire avec les Américains. Et si les Israéliens s'en mêlent, ça pourrait devenir un vrai problème. Une offensive aérienne qui ressemblerait beaucoup à la guerre de 40 jours, celle qui a eu lieu du 28 février au 8 avril. Et les Iraniens ne veulent pas en arriver là. Je pense que les Iraniens n'ont que très peu d'intérêt à attaquer Israël. Et je crois qu'il est tout aussi clair que les Israéliens n'ont pas envie de se lancer dans ce combat. Les Israéliens laissent intelligemment les Américains mener les opérations pendant qu'ils restent en retrait. C'est un cas classique de transfert de responsabilité. Et cela tient en partie, comme vous le disiez, au fait que les Israéliens ne disposent pas de missiles défensifs capables de les protéger contre les missiles balistiques et de croisières iraniens, ni contre les drones iraniens. Les Israéliens ne veulent donc pas devenir une cible. Ils ne veulent pas ressembler à Bahreïn, au Koweït ou à la Jordanie. Ils préfèrent rester en dehors du conflit. La grande inconnue ici, c'est les États-Unis. Parce que si les États-Unis intensifient, et on revient là à mon premier point, leurs attaques contre les infrastructures civiles, ils vont dépendre fortement de leurs avions et surtout des ravitailleurs pour alimenter les appareils basés en Israël. Et si ça se produit, je pense que les incitations pour les Iraniens à attaquer des cibles israéliennes augmentent nettement. Donc, à mon avis, le fait qu'Israël entre ou non dans le conflit dépend en grande partie non pas des Iraniens ou des Israéliens eux-mêmes, mais de ce que feront les Américains et de savoir si les Américains vont vraiment intensifier leurs attaques contre les infrastructures civiles. Et encore une fois, si c'est le cas, je pense qu'Israël interviendra.
I think if that happens, I think Israel will come in. Yeah. But do you think that the Oui. Trump administration Mais est-ce que will vous do pensez that? vraiment It seems que l'administration that they're trying Trump to do ferait their ça? best not to bring J'ai l'impression qu'ils essaient surtout d'éviter d'impliquer Israël à cause des difficultés que ça leur poserait, parce que les Israéliens feraient ce qu'ils veulent, et ce serait trop compliqué pour eux de gérer Israël. C'est d'ailleurs ce qu'un article de CNN mentionnait. Mais l'autre question, c'est jusqu'où Israël voudrait que les États-Unis poursuivent cette guerre. Donald Trump a un peu plus de 2 ans de mandat devant lui. On va avoir les élections de mi-mandat, puis ensuite l'élection présidentielle de 2028. Et on sait que 2 figures importantes de l'administration Trump, Marco Rubio et J.D. Vance, se préparent déjà, d'une certaine manière, pour 2028. Alors, si on met tout ça ensemble et qu'on prend en compte les calculs du côté israélien, comment voyez-vous la manière dont Israël perçoit la situation, compte tenu des changements internes qui se produisent aux États-Unis? Considering the internal changes that are happening in the United States. I mean, the fact is the Israelis do not Eh bien, want en fait, us to les Israéliens ne veulent pas que nous parvenions à un accord avec l'Iran qui ressemble au mémorandum d'entente du 17 juin. Et d'ailleurs, si nous obtenons un nouveau mémorandum d'entente, les Iraniens auront plus de poids que la dernière fois, et l'accord sera encore plus favorable à l'Iran. Les durs sont maintenant aux commandes en Iran. Ce ne sont plus les modérés qui avaient négocié l'accord du 17 juin avec les États-Unis. Les durs sont au pouvoir et leurs exigences vont augmenter. Les Israéliens ne veulent donc pas qu'un autre mémorandum d'entente soit signé puis mis en œuvre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, les Israéliens ne veulent pas non plus que cette guerre s'intensifie au point que, premièrement, nous ne la gagnions pas, nous voulant dire les Israéliens et les Américains, et deuxièmement, qu'Israël soit attaqué par des missiles et des drones iraniens. Ils ne veulent pas de ça. Donc ils sont dans une situation très délicate. Ils veulent que les Américains restent dans le combat, mais ils ne veulent pas devenir une cible eux-mêmes. Ils veulent que les Américains gagnent la guerre, mais d'une manière qui permette à Israël de rester en retrait. Je ne vois pas comment on peut faire ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Et ce que je répète depuis des mois, Nima, c'est qu'on n'a pas de stratégie pour gagner cette guerre. C'est vraiment important de le comprendre. Pourquoi le président Trump a-t-il signé le mémorandum du 17 juin, qui est en fait un document de reddition? Il l'a signé parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il n'a pas de bonne stratégie militaire pour remporter cette guerre. Et pour une raison que j'ignore, il a cru qu'il pouvait violer le mémorandum d'entente et ouvrir un passage dans le détroit d'Ormuz, ce passage qui était Njord Sukkot-Heimring. Pour une raison que j'ignore, il pensait que cette campagne de représailles allait jouer en notre faveur. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi il croyait ça. Rien ne permettait de le penser. Mais apparemment, il s'est dit que dès qu'on lancerait cette campagne de représailles, c'était le 8 juillet, souvenez-vous, le mémorandum a été signé le 17 juin. Donc, le 8 juillet, la campagne démarre. Et au final, on se retrouve dans un conflit qu'on ne gagne pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on en parlait tout à l'heure, il ne peut pas vraiment intensifier les choses. S'il le fait, il ne gagne pas. La situation empire. Donc, à mon avis, il va devoir chercher à relancer les négociations et à élaborer un nouveau protocole d'accord. Au fait, j'ai vu passer des éléments qui montrent que les Qataris, et peut-être aussi les Pakistanais, avancent l'idée d'un cessez-le-feu de 10 jours. Et quand je vois ça, je me dis, tiens, est-ce que ce ne seraient pas les États-Unis qui mettent la pression sur le Qatar et le Pakistan pour relancer les négociations? Parce qu'il est assez clair que ça ne vient pas d'une pression iranienne. Les Iraniens, eux, ont clairement dit qu'ils n'étaient pas intéressés par ces propositions. Mais je pense que les Américains, eux, le sont.
Je n'ai pas de preuves formelles, mais je crois que ce sont bien les Américains qui veulent relancer les discussions. Pourquoi? Parce que la stratégie du coup pour coup ne se déroule pas du tout comme on semblait penser qu'elle allait se dérouler. Et d'ailleurs, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé et qui est pourtant extrêmement important. C'est que nous avons un stock limité d'armes pour mener cette campagne de représailles. L'une des raisons pour lesquelles nous avons mis fin à la guerre aérienne de 40 jours, celle qui a déclenché ce conflit, elle a duré du 28 février au 8 avril, c'est en grande partie parce que nous commencions à manquer de munitions. Nous voulions arrêter la campagne aérienne, la campagne de bombardement stratégique, avant d'épuiser complètement nos réserves. Donc, si vous vous engagez dans une campagne de représailles qui semble devoir durer des mois et des mois, la question que vous devez vous poser, si vous êtes les États-Unis, c'est où allez-vous trouver les armes nécessaires pour mener cette campagne? Je me souviens, quand l'administration Trump est arrivée au pouvoir, ils ont dit, Pete Hegseth l'a dit, qu'ils allaient aller en mer Rouge, qu'ils allaient donner une leçon aux Yéménites, aux Ansarullah, qu'ils allaient adopter une autre attitude, qu'ils allaient frapper fort, pas comme l'administration Biden. Cette fois, ça allait être différent. Et quand ils ont lancé cette opération, au bout de 2 ou 3 semaines, ils ont décidé de se retirer de la mer Rouge, à cause des difficultés croissantes avec les drones touchés par les Houthis, par Ansarullah, dans cette zone. À ce moment-là, je me suis dit qu'ils n'allaient pas ouvrir un nouveau front avec l'Iran. Je pensais que ce serait une leçon énorme pour l'administration Trump. Mais il semble qu'ils aient quand même poursuivi la guerre contre l'Iran. Et comme vous l'avez dit, le temps passe et la guerre continue. Ce qui m'étonne vraiment, c'est que l'administration Trump répète les mêmes erreurs, non seulement avec la guerre, mais aussi avec l'opération Freedom dans le Golfe Persique. Ils ont lancé cette opération pendant moins de 24 heures, puis ils ont décidé d'y mettre fin à cause des difficultés rencontrées avec le Koweït et l'Arabie saoudite. Ces pays ont dit « Vous n'allez pas utiliser notre espace aérien, donc vous n'allez pas continuer ». Et Donald Trump a répondu « Très bien, on met fin à l'opération ». Et en ce moment, avec le protocole d'accord, ils refont exactement la même chose. Et qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'à chaque fois la situation va changer, ou que de nouveaux facteurs entrent en jeu, ou bien que tout se répète encore et encore? Parce que franchement, vu leur attitude, ça a l'air tellement absurde. C'est incroyable, vraiment. Personne ne comprend ce qui se passe avec l'administration. Comment peut-on expliquer ça? Répéter sans cesse les mêmes erreurs et croire qu'un jour, quelque chose de nouveau en sortira. Je n'ai pas de réponse à cette question. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont en tête, comme j'ai essayé de le dire clairement. Nous n'avons pas de stratégie pour gagner cette guerre. Trump a visiblement eu du mal à accepter le mémorandum d'entente du 17 juin, et il a décidé qu'il pouvait tenter de faire pression sur les Iraniens en créant ce canal dominé par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi il a cru qu'il pouvait faire ça? Pourquoi il a pensé qu'il pouvait s'en tirer ainsi? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi il pense qu'il peut gagner une campagne de représailles contre l'Iran alors qu'il n'a pas réussi à mener une campagne de bombardement stratégique contre ce même pays au début de la guerre? Ça me dépasse complètement. Franchement, je ne comprends pas. Je pense que ça vient surtout du fait qu'il y a beaucoup de gens autour de Trump qui ne sont pas satisfaits du mémorandum d'entente du 17 juin et qu'ils veulent qu'il repasse à l'offensive pour voir s'il peut obtenir un meilleur accord. Mais est-ce que l'un de ces gens a une stratégie militaire en tête qui permettrait à Trump de réussir?
Je pense que la réponse est clairement non. Personne n'a réussi à expliquer ou à raconter une histoire crédible sur la façon dont on pourrait utiliser la force militaire. Laissez-moi dire un mot ou deux sur la question que vous avez soulevée à propos de l'attaque contre les Houthis qui a eu lieu au début de l'année 2025. Bien sûr, le président Trump arrive à la Maison-Blanche en janvier 2025 et puis en mars, il déclare, comme vous l'avez rappelé, qu'on va se montrer ferme avec les Houthis et qu'on va les vaincre. L'administration Biden, elle, était pleine de gentils chats, pas prête à se montrer dure ni à jouer franc jeu avec les Houthis. Et nous, on va le faire. Eh bien, en mai 2025, on a arrêté. Et d'ailleurs, Nima, une des raisons pour lesquelles on a arrêté, c'est qu'on épuisait des munitions précieuses. C'était la première grande preuve qu'on en avait qu'en quantité limitée et qu'on les utilisait contre les Houthis, premièrement. Et deuxièmement, on ne battait pas les Houthis. Donc cette guerre s'est terminée et c'était un échec. C'est très important de comprendre qu'on a échoué. Ensuite, le deuxième grand événement que tu n'as pas mentionné, c'est la guerre de 12 jours, en juin 2025, du 13 au 25 juin. Les Israéliens ont lancé la guerre, et ce sont eux qui ont mené la plupart des combats. Il y a ce jour-là, le 22 juin, où nous bombardons une série d'installations nucléaires à l'intérieur de l'Iran. Et à la fin de cette journée, Trump déclare la victoire. Il dit qu'il a anéanti la capacité nucléaire de l'Iran. Et puis, bien sûr, la guerre se termine le 25 juin. Les États-Unis et Israël présentent cela comme une victoire. Et je pense que le sentiment d'avoir réussi pendant la guerre de 12 jours a conduit Trump à conclure, avant les attaques du 28 février contre l'Iran, que nous pouvions à nouveau utiliser la force militaire contre l'Iran et que nous l'emporterions, que nous obtiendrions une victoire décisive. Le problème, c'est que nos objectifs étaient limités pendant la guerre de 12 jours. Nous visions uniquement les installations nucléaires. Mais la guerre du 28 février, qui bien sûr se poursuit encore aujourd'hui, avait des objectifs très ambitieux. Vous vous souvenez, nous avions dit que nous avions 4 objectifs précis. Le premier, c'était le changement de régime. Le deuxième, mettre fin aux capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Le troisième, mettre un terme à leur programme de missiles longue portée. Et le quatrième, stopper le soutien iranien aux Houthis, au Hezbollah et au Hamas. Ce sont des objectifs extrêmement ambitieux. Et surtout, on parle ici de changement de régime. Ce n'était pas le cas pendant la guerre de juin 2025. Et quand on en arrive au changement de régime, il faut se demander comment compte-t-on y parvenir. Et presque tout le monde comprend que la seule façon d'obtenir un changement de régime, c'est avec des troupes au sol. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak. Le 19 mars 2023, nous sommes entrés en guerre contre l'Irak. Nous avons envahi l'Irak. C'est comme ça qu'on s'est débarrassé de Saddam Hussein, avec des troupes au sol. Eh bien, le président Trump a été convaincu par les Israéliens, par Benjamin Netanyahou et David Barnea, le chef du Mossad, qu'il pouvait provoquer un changement de régime en Iran uniquement grâce à la puissance aérienne. C'est une idée incroyablement stupide. Les preuves que c'est impossible sont accablantes. Et c'est pour ça que beaucoup des principaux soutiens de Trump ont estimé accepter l'idée israélienne selon laquelle nous devrions entrer en guerre le 28 février avec une campagne aérienne de type choc et effroi, incluant l'élimination de la direction du régime, et que nous remporterions une victoire rapide et décisive, relevait du délire. C'était une illusion, et beaucoup de conseillers de Trump le pensaient. Mais Trump lui-même a été convaincu par les Israéliens que nous avions une stratégie capable de gagner la guerre. Alors, le 28 février, nous sommes partis en guerre. Et ça a échoué.
Et ce n'est pas vraiment une surprise que ça ait échoué. Encore une fois, les preuves sont accablantes. La puissance aérienne, à elle seule, ne peut pas provoquer un changement de régime. Malgré tout, Trump a décidé d'essayer. Le point essentiel, c'est que cette opération lancée le 28 février était bien plus ambitieuse. Et Trump, qui avait longtemps affirmé qu'il éviterait tout changement de régime, est tombé dans le piège d'en mener un contre un pays de 93 millions d'habitants, parfaitement capable d'encaisser des pertes énormes sans se rendre. Et au final, on se retrouve dans le chaos total dans lequel on est aujourd'hui. L'un des grands problèmes au Moyen-Orient, c'est la question palestinienne. La situation au Liban et celle en Syrie. La Syrie était censée régler les problèmes israéliens, ou du moins les tensions dans la région. Mais on voit bien que c'est devenu beaucoup plus difficile à cause de la complexité de la situation actuelle en Syrie. Il n'y a pas de gouvernement fort là-bas, personne vraiment capable de diriger le pays. On a la présence de la Turquie, des États-Unis et d'Israël dans le sud, et la situation est aujourd'hui extrêmement compliquée en Syrie. Le cas du Liban est un peu similaire d'une certaine manière. On y a toujours l'occupation israélienne du sud du Liban. Ils ont tracé une ligne jaune, comme ils l'avaient fait à Gaza. Et aller en Cisjordanie ou à Gaza, vous savez à quel point c'est difficile. Les colons en Cisjordanie, c'est impossible, je dirais vraiment impossible, de les en retirer. Parce que si on regarde la Cisjordanie aujourd'hui, il ne reste que quelques petits points sur la carte pour l'OLP et les Palestiniens. Et voilà la question. Aux yeux des Iraniens, aux yeux de l'axe de la résistance, de l'Yémen à l'Iran, en passant par l'Irak et le Liban, eux, ils voient tout ça comme une seule et même cause. Cela concerne l'occupation et la question de la Palestine, mais aussi l'occupation au Liban. Mais du point de vue de Washington, ils veulent isoler ces conflits. Avec l'Iran, ce sera uniquement entre l'Iran et les États-Unis. Avec le Liban, ce sera entre Israël et le Liban. Avec Gaza, ce sera entre Israël et les Palestiniens. Comment Washington peut-il comprendre cela? Pensez-vous au fond que la guerre est en train de transformer la région? Et surtout, comment cela pourrait-il aider Washington à comprendre que tout est lié? On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Est-ce que cela pourrait arriver bientôt ou peut-être dans 10 ans? Eh bien, tous ces conflits sont liés. Vous avez tout à fait raison. Parlons un peu du Hezbollah et du Liban, en particulier de l'occupation israélienne du sud du Liban. Si vous regardez le mémorandum d'entente, le tout premier article, l'article numéro 1, concerne le Liban, sans surprise, et donc il concerne aussi le Hezbollah. Cela montre très clairement que les Iraniens sont profondément attachés à entretenir des relations étroites avec le Hezbollah, le Hamas et bien sûr les Houthis. Rappelez-vous, les Houthis ont annoncé aujourd'hui qu'ils fermaient la mer Rouge au passage du pétrole saoudien. Cela montre à quel point les Iraniens et les Houthis sont proches les uns des autres. Et c'est la même chose, bien sûr, en ce qui concerne le Hamas, mais surtout en ce qui concerne le Hezbollah. Maintenant, si on se projette un peu, je parierais volontiers que ce qui va se passer, c'est que les Iraniens vont insister, avant d'accepter un nouveau mémorandum d'accord, pour dire que cela faisait en réalité partie du mémorandum du 17 juin. Mais les Iraniens n'avaient pas vraiment insisté sur ce point. On avait l'impression que le mémorandum allait être mis en œuvre sans que les Israéliens se retirent du sud du Liban. Je ne pense pas que ce sera le cas dans le prochain mémorandum d'accord. Enfin, qui peut en être sûr? Mais ce problème ne va pas disparaître pour les raisons que vous avez évoquées. Tous ces conflits sont liés entre eux. Et c'est très important, les Israéliens le savent parfaitement. Leur grande crainte
c'est que les États-Unis signent un mémorandum d'entente qui limite leur liberté d'action, que ce soit dans le sud du Liban, à Gaza ou vis-à-vis des Houthis. C'est ça qui inquiète les Israéliens. Ce sont d'ailleurs les Israéliens, plus que les Américains, qui veulent séparer ce qui se passe dans le sud du Liban de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, ou encore dans le Golfe Persique. Et ce sont les Iraniens qui disent « Non, vous ne pouvez pas faire ça ». Les Iraniens veulent maintenir l'axe de la résistance. Donc on ne sait pas vraiment comment tout ça va évoluer. Mais les Américains vont se retrouver dans une situation très difficile, quoi qu'il arrive. Parce que les Iraniens vont exercer une énorme pression sur eux pour faire sortir les Israéliens du sud du Liban et pour les pousser à limiter ce qu'Israël peut faire contre le Hezbollah. De l'autre côté, les Américains vont subir de fortes pressions de la part des Israéliens et du lobby aux États-Unis pour ne pas restreindre les opérations israéliennes dans le sud du Liban contre le Hezbollah. Et la façon dont les États-Unis vont réussir à concilier ces forces opposées, c'est très difficile à dire. Oui. Est-ce que tu vois que, dans le cas d'Israël, ils pensent que le prochain ennemi, c'est la Turquie, à cause de la situation en Syrie? Ce n'est pas seulement une question des États-Unis qui entretiennent le conflit régional avec l'Iran. C'est aussi une question de la manière dont Washington perçoit l'Asie de l'Ouest. Est-ce que ça va devenir une nouvelle guerre, un nouveau conflit, ou bien vont-ils essayer de trouver une forme de compréhension entre ces deux pays? Il y a deux pays importants en Asie de l'Ouest, l'Iran et la Turquie. Et Israël veut se battre contre les deux en même temps. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Washington? Très rapidement, il faut bien souligner que la grande stratégie d'Israël pour gérer le Moyen-Orient élargi, c'est de prendre tout pays qui est potentiellement puissant ou déjà puissant et de l'affaiblir, voire de le détruire. C'est exactement ce qu'ils aimeraient faire avec l'Iran. Et les Israéliens comprennent très bien que la Turquie et l'Iran sont deux pays avec une population nombreuse, beaucoup de capital humain, capables de produire des armements sophistiqués, une économie développée, et ainsi de suite. Donc, les Israéliens ne veulent pas seulement affaiblir l'Iran, ils veulent aussi affaiblir la Turquie. Ils considèrent la Turquie comme un adversaire qu'il faut gérer. Et quand on écoute Naftali Bennett, l'ancien premier ministre israélien, qui pourrait bien le redevenir un jour, on comprend vite que les Israéliens ont aussi la Turquie dans leur ligne de mire, en plus de l'Iran. En ce moment, l'Iran est le problème numéro 1. Mais s'ils en venaient à en finir avec l'Iran, ils se tourneraient clairement et très vite vers la Turquie. Le problème, c'est que les États-Unis entretiennent de bonnes relations avec la Turquie. Et surtout, la Turquie est membre de l'OTAN. Alors que se passerait-il si Israël attaquait la Turquie? Est-ce que la garantie de l'article 5 s'appliquerait? Et est-ce que les États-Unis viendraient défendre la Turquie comme ils sont censés défendre les pays baltes si la Russie les attaquait? Je pense que si les Israéliens attaquaient la Turquie et que nous prenions le parti d'Israël contre la Turquie, cela aurait des conséquences énormes pour l'OTAN. Mais, cela dit, la dernière chose que les États-Unis veulent, c'est qu'Israël et la Turquie se fassent la guerre. Nous exercerions une pression énorme sur les Israéliens pour qu'ils n'aillent pas provoquer la Turquie. Donc, je pense que, malgré toute la rhétorique qu'on entend en Israël sur le fait que la Turquie serait un ennemi potentiel dont il faudrait s'occuper maintenant plutôt que plus tard, tout ça ne mènera probablement pas bien loin. Quand Donald Trump compare la guerre avec l'Iran à ce qui s'est passé au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan, tout le monde se dit peut-être qu'il pense à une guerre sans fin, une nouvelle guerre sans fin contre l'Iran. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous pensez que c'est ce qui se passe dans la tête de l'establishment? Je ne parle pas de Donald Trump lui-même, je parle de l'état profond, de l'establishment aux États-Unis. Eh bien, je pense que de plus en plus de gens commencent à comprendre qu'on n'a aucun moyen de mettre fin rapidement à cette guerre dans des conditions favorables. Alors la question c'est, est-ce qu'on s'engage dans une guerre sans fin? Est-ce que ça va ressembler à l'Afghanistan? Ou est-ce qu'on cherche à conclure un accord ici? Et moi je pense qu'il est plus probable qu'on finisse par trouver un accord. Je ne crois pas qu'on va se retrouver dans une guerre interminable. Je ne pense pas qu'on ait les munitions pour continuer à se battre mois après mois. Et je crois aussi que les dégâts économiques potentiels, si cette guerre se prolonge, seraient suffisamment graves pour que le président Trump essaye de la faire cesser à nouveau. Et comme je l'ai déjà souligné, il faut se souvenir qu'on l'a déjà arrêté une fois. Le protocole d'accord du 17 juin avait justement pour but de mettre fin à cette guerre. Le président Trump a signé ce protocole. Et c'était très clair. Si vous écoutez J.D. Vance, qui était son principal interlocuteur sur ce sujet à l'époque, les États-Unis s'étaient engagés pendant une courte période à mettre fin à ce conflit. Parce que premièrement, ce n'est pas dans notre intérêt qu'il se prolonge. Et deuxièmement, si ça continue, on ne va pas gagner. Nous n'avons pas de stratégie pour remporter cette guerre. Donc je ne pense pas que ça va devenir une guerre sans fin. Ça ne va pas ressembler à l'Afghanistan. Je peux me tromper, mais c'est pas l'impression que j'ai. J'ai plutôt le sentiment que dans un avenir pas si lointain, il faudra revenir à la table des négociations. Et le gros problème qu'on va rencontrer, c'est que les durs, en Iran, auront cette fois beaucoup plus d'influence qu'ils en avaient avant le mémorandum du 17 juin. Si un accord finit par être conclu, qu'est-ce que ça signifierait pour les bases américaines dans les pays du Golfe? Et selon vous, comment ça pourrait-il redessiner une nouvelle architecture de sécurité dans la région? Beaucoup de gens évoquent par exemple la Turquie. Il y a une alliance militaire entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, et le Koweït a laissé entendre qu'il pourrait vouloir s'y joindre. Ce genre de discussion circule. Rien d'officiel pour l'instant. Mais dans le cas du Pakistan et de l'Arabie saoudite, ils ont bel et bien signé un accord. Le Pakistan s'est engagé à défendre l'Arabie saoudite si quelque chose devait lui arriver. Comment voyez-vous la situation si un accord venait à être conclu entre l'Iran et les États-Unis? Eh bien, je pense que si vous obtenez un protocole d'accord qui ressemble à celui du 17 juin, mais un peu plus favorable aux Iraniens que celui du 17 juin, alors si cela se produit, la présence militaire américaine dans le Golfe serait fortement réduite. Ce serait difficile d'y échapper. Et au-delà même de ce protocole d'accord, je pense que les États du Golfe et les Américains n'ont pas intérêt à reconstruire ces bases pour en faire des plateformes puissantes capables de projeter leurs forces contre l'Iran. Il faut aussi garder à l'esprit que les Iraniens s'y opposeront fermement, comme ils l'ont clairement indiqué dans le protocole du 17 juin. Donc, à mon avis, la relation entre les États-Unis et les pays du Golfe va changer de manière fondamentale. Je pense que la relation des États du Golfe avec l'Iran va changer. Il va y avoir une forte pression sur tous les États du Golfe pour qu'ils trouvent une sorte de modus vivendi avec l'Iran. Ensuite, il y a la question de la Chine et même de la Russie. Je pense que la Chine surtout, mais peut-être aussi la Russie, vont jouer un rôle plus important dans la région qu'elles ne l'ont fait par le passé. Personnellement, je ne vois pas les Turcs, les Pakistanais, les Égyptiens, ni aucun de ces pays avoir beaucoup d'influence sur la manière dont va se dessiner l'architecture de sécurité dans la région du Golfe Persique à l'avenir. Pour moi, cela dépend vraiment des États du Golfe, des États-Unis
et de l'Iran. Et je pense que la Chine et la Russie auront leur mot à dire là-dedans. And I think China and Russia will matter here. This is not to say that Turkey will be irrelevant. Ça ne veut pas dire que la Turquie ou le Pakistan vont devenir sans importance. Mais je ne vois pas ces pays mettre en place une alliance capable d'avoir un impact réel sur la sécurité dans le Golfe Persique. C'est à mon avis la direction dans laquelle on se dirige. Mais les détails, à quoi tout cela va ressembler exactement, c'est très difficile à dire pour le moment, parce que tout est encore en suspens. On est vraiment, comme j'aime le dire, dans un moment plastique, c'est-à-dire une période où il y a toutes sortes de possibilités, où les choses peuvent évoluer dans des directions très différentes. Et savoir quelle direction chaque État va choisir, eh bien, ce n'est pas évident du tout. C'est particulièrement vrai quand on parle d'un pays comme les Émirats arabes unis, dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, certains jours, on a l'impression que les Émirats arabes unis vont s'allier avec les États-Unis et Israël. Et d'autres jours, on dirait plutôt qu'ils vont s'associer à Israël, aux autres États du Golfe, et qu'ensemble, ils vont essayer de trouver une sorte de modus vivendi avec les Iraniens. La direction que vont prendre les Émirats, ça compte vraiment. On peut très bien imaginer une situation où les États du Golfe se divisent entre eux. Les Émirats d'un côté, les Saoudiens de l'autre. Et on sait bien que les Émirats et les Saoudiens ne s'entendent pas du tout. Ce serait une situation très différente de celle où les deux seraient, disons, main dans la main, en train d'essayer de mettre au point une forme d'accord, un arrangement de sécurité avec l'Iran. Tout ça pour dire qu'on voit à peu près les grandes lignes de la direction que ça prend, mais pour les détails, c'est vraiment difficile à dire. Les guerres en Ukraine et en Iran rapprochent la Russie et l'Iran, un peu comme ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Il suffit d'imaginer la relation entre la Chine et la Russie avant que la guerre en Ukraine ne commence. C'est incroyable de voir à quel point ces deux pays sont désormais proches et à quel point cela représente un danger pour l'hégémonie américaine dans la région. Pas seulement dans le Caucase du Sud, mais aussi en Asie de l'Ouest et en Europe dans son ensemble. Parce que, selon moi, la guerre fondamentale oppose les États-Unis et la Chine. Tous ces conflits sont en réalité des champs de bataille pour Washington. Et comment cela fonctionne-t-il pour ceux qui sont les architectes de l'hégémonie américaine? La doctrine Wolfowitz, dont l'objectif principal était qu'aucune puissance régionale ni superpuissance ne puisse émerger, eh bien, il semble que ce front de guerre aggrave la situation pour l'hégémonie des États-Unis. Deux points rapides. D'abord, il y a beaucoup de preuves que les Chinois et les Russes aident les Iraniens à mener leur campagne de missiles et de drones contre des cibles américaines et d'autres cibles dans la région du Golfe. C'est très important de le souligner, d'accord? Beaucoup de gens pensent qu'il y a de bonnes raisons de croire que les Russes et les Chinois fournissent des renseignements qui aident les Iraniens à frapper des cibles partout dans le Golfe Persique. Et en plus, ils leur fournissent aussi des armes. Ce serait tout à fait logique, parce que les Iraniens, les Russes et les Chinois considèrent tous les États-Unis comme un ennemi mortel. Et tout ce qu'ils peuvent faire pour s'entraider à gagner contre les États-Unis va dans leur intérêt. Vous parliez à l'instant du fait que les Chinois et les Russes se sont rapprochés à cause des actions américaines. Ce qui est vrai, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer à quel point la Russie et la Chine se sont rapprochés pour aider l'Iran. Parce que si les États-Unis subissent une défaite humiliante dans leur guerre contre l'Iran, ce serait à l'avantage de la Russie et de la Chine. Car encore une fois, les États-Unis sont l'ennemi mortel de la Russie et de la Chine. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que du point de vue américain, il ne fait aucun doute que la principale menace dans le monde, c'est la Chine.
Depuis le premier mandat de Trump, depuis 2017, les États-Unis se sont engagés à contenir la Chine. Et depuis 2017, nous avons amorcé un pivot vers l'Asie. And since 2017, we have been pivoting to Asia. And we have been pivoting to Asia because we believe China is Nous avons réorienté notre stratégie vers l'Asie parce que nous pensons que la Chine représente la principale menace. Eh bien, cette guerre au Moyen-Orient contre l'Iran est une catastrophe pour ce pivot vers l'Asie, parce qu'en réalité, nous avons dû faire l'inverse. Nous avons dû retirer des forces d'Asie de l'Est pour les envoyer au Moyen-Orient afin de mener cette guerre. En plus, comme je le disais tout à l'heure, nous dépensons dans le Golfe des munitions précieuses dont nous avons besoin pour contenir la Chine en Asie de l'Est. Donc s'il y a un pays qui sort grand gagnant de cette guerre impliquant l'Iran, c'est bien la Chine. Et s'il y a un grand perdant, c'est les États-Unis. Et bien sûr, c'est pour cette raison que la Chine et la Russie ont tout intérêt à aider l'Iran à vaincre les États-Unis. in helping Iran to defeat the United States. Thank you so much. Merci beaucoup, professeur John Mearsheimer, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de vous recevoir, d'échanger avec vous et d'apprendre à vos côtés. Thank you, Nima. I thoroughly enjoyed our Merci, Nima. although I have to J'ai vraiment apprécié notre discussion, même si je dois dire que le sujet est franchement déprimant, comme tu le sais très bien. J'espère qu'un de ces jours, on pourra avoir une conversation un peu plus positive sur ce qui se passe dans la guerre en Iran et peut-être même dans la guerre en Ukraine aussi. Mais bon, je ne vais pas retenir mon souffle d'ici là. but I won't hold my breath until then. Oui, Thank you. Merci beaucoup. Je vous en prie.